Merci. Mon propos ne va pas être aussi brillant que les propos de mes prédécesseurs, mais un peu retour à l'histoire. On m'a demandé d'intervenir sur la relation entre la nation comme processus d'émancipation de la domination et un retour à la domination. Au fond, quand on va parler de cette partie de notre histoire commune, je veux dire entre l'Algérie et la France, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte historique pour bien comprendre l'approche qui vient de nous être présentée à l'instant. Au fond, je vais essayer de fonctionner sur un parallèle entre le regard occidental, en particulier français, sur l'Algérie, et puis comment l'Algérie va renvoyer quelque chose d'autre, pas seulement à la littérature, y compris la littérature du temps présent, mais comment l'histoire va renvoyer aussi à la pensée politique et à la philosophie politique française du 19e et du 20e siècle, quelque chose qui ne s'y trouve pas. Alors, qu'est-ce qui ne se trouve pas dans le regard qui nous est porté en Algérie par la philosophie, la politique et la littérature? C'est le sujet de l'histoire. En fait, tant dans le premier roman que dans le deuxième, apparemment, celui qui pense et celui qui agit, ce n'est pas celui qui est dominé. On le voit, on le regarde, on le représente, on le décrit, comme vous avez vu depuis la période orientaliste jusqu'à la période dite de la philosophie critique, mais au fond, lui-même n'est pas là, en quelque sorte. Au point que, du point ultime, extrême, c'est que, avec Albert Camus, cette personne, elle est opaque. Il n'y a pas de consistance humaine dans l'arabe. On peut tirer dessus, le tuer sans état d'âme. D'un autre côté, quand on revient un peu au XIXe siècle, on va se rendre compte que la pensée la plus avancée, émancipatrice, libérale, démocrate ou révolutionnaire du XIXe siècle, elle aussi va être et même y compris celle qui vient de nous être présentée, anarchiste, libertaire. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de parler d'un utopos, un lieu qui est un non-lieu. Et donc, au fond, comme si ce lieu-là qui est l'Algérie, la colonie, ensuite, on va parler de la colonie, est quelque chose à peupler, à construire, à édifier, à ramener à l'histoire, à l'existence. Or, l'histoire va dire, au fond, ce lieu-là, ce lieu est habité, ce lieu est construit, édifié, souvent comme État centralisé, représentant un pouvoir souverain, qu'il soit impérial, comme l'Empire ottoman, ou qu'il soit régional. Donc au fond, en reprenant par exemple Alexis de Tocqueville, que vous connaissez si bien, qui trône dans la philosophie politique et la sociologie du XIXe siècle et du XXe siècle, après la démocratie en Amérique, il vient en Algérie en tant que représentant du Parlement français pour faire une enquête en Algérie en 1837. L'occupation a commencé en 1830, la résistance à l'occupation s'est amplifiée, elle s'est étendue sur tout le pays, émerge en 1830 le bey de Constantine qui continue de lutter pour le maintien de la souveraineté ottomane en Algérie, en tout cas dans le beylik de Constantine, à l'est de l'Algérie, et émerge aussi la figure de l'émir Abdelkader qui, lui, est en quelque sorte la figure de la résistance nationale qui essaye d'unifier toutes les résistances derrière un seul étendard qui est celui de la libération de la terre occupée par l'étranger. Or, le premier rapport de Alexis de Tocqueville
présenté à l'Assemblée nationale française, au Parlement. Donc, il est construit sur 3 chapitres, ou 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la conquête. Le deuxième chapitre, c'est la domination. Le troisième chapitre, c'est la colonisation. Et évidemment, le quatrième chapitre, c'est la culture et la civilisation. Donc, au fond, la pensée la plus avancée de la démocratie en Europe occidentale, en France en particulier, vient vient en Algérie et donc édifie une sorte de plan parce qu'en 1837, il n'y a pas encore de projet d'une colonisation et d'une implantation ad aeternum de la France en Algérie. Donc déjà, la pensée politique française, la philosophie politique française et la sociologie française, puisque Tocqueville est d'après Wikipédia et les différentes encyclopédies, est l'un des fondateurs de la sociologie contemporaine en France. Donc au fond, on vient pour apporter la culture, la civilisation, comme les utopistes, comme les anarchistes ou libertaires, viennent apporter quelque chose dans cette terre non habitée, dans cet utopos, et donc qui finit par appartenir à ceux qui ont travaillé, labouré, qui ont fait quelque chose de ce lieu, un lieu de culture, de civilisation et de liberté aussi. Donc au fond, 1837-1841, deuxième rapport, c'est au fond le même discours qui est porté. On va dire, bon, c'est la pensée libérale. Mais dans le milieu du XIXe siècle va se développer la pensée socialiste, le socialisme utopique, puis la pensée saint-simonienne, le positivisme, c'est-à-dire qu'il y a là un progrès qui va être apporté à l'Algérie, à cette colonie qui est en train de naître, et les premiers phalanstères, c'est en Algérie. Et les phalanstères en Algérie, du socialisme utopique, c'est les ancêtres, ou du moins les parents directs des colonies, parce qu'en 1870, la défaite de la France face à l'Allemagne de Bismarck et de Guillaume va faire qu'une partie des populations de l'Alsace et de la Lorraine, on leur apporte donc au choix une alternative pour rester français, c'est d'aller s'installer en Algérie. Donc commence la colonisation de peuplement. Donc, au fond, on passe de la guerre de conquête et d'une présence à caractère militaire, stratégique, pour s'enfoncer vers le sud saharien et là vers l'Afrique centrale et occidentale, on passe à une autre idée, une autre représentation, c'est que cet endroit-là, cette contrée, disait Tocqueville, elle va être en fait un morceau de la France. Et en 1930, un siècle plus tard, les grands titres de la presse coloniale, comme les grands titres de la presse métropolitaine de l'époque, l'Algérie, un morceau de la France, plus France que la France. C'est le titre, c'est pas moi qui l'invente. Or, c'est quoi ce progrès? C'est quoi cette démocratie? C'est quoi cette liberté apportée à l'Algérie? Au fond, c'est créer un monde qui serait la réplique exacte de l'Occident, de la France, dans une terre qui n'est pas la France. Peupler cette terre, cette contrée, d'une population avec ses traditions, avec ses référents culturels, juridiques, politiques, ses formes de représentation, mais comme il n'a pas été possible, parce qu'au début c'était l'intention, on le trouve dans le premier congrès d'Afrique, de supprimer complètement, d'effacer la présence des indigènes de cette terre-là. Donc on va commencer à construire un édifice qui est un édifice fondé sur la ségrégation. C'est-à-dire toutes les politiques, qu'elles fussent des politiques judiciaires, législatives, de la représentation, ou qu'elles fussent des politiques économiques, donc les problèmes des salaires, des revenus, des distributions de la propriété, tout cela est fondé sur une ligne de partage qui est imprescriptible
et qui va durer sur toute la période coloniale, c'est que d'un côté, il y a les êtres humains, et de l'autre côté, il y a les indigènes. D'un côté, il y a les citoyens, et de l'autre côté, il y a les non-citoyens. Et ainsi, tout se défie sur ce principe, et tout va continuer à se développer sur ce principe. Au point que, comme on a commencé en tant qu'État de droit, comme la France a commencé en tant qu'État de droit, à essayer d'édifier sur des bases juridiques la propriété de la terre, les lois de 1863, Senatus Consulte, de 1873, la loi Varnier, qui est un sénateur de l'Assemblée française, du Sénat français, et puis les lois suivantes de 1897 vont passer de la reconnaissance, la délimitation et l'attribution de la propriété dans les terres occupées par les Arabes et qui ne sont pas exploitées. Donc au fond, on va donner des titres de propriété français à des terres qui étaient déjà occupées, qui étaient déjà possédées ou appropriées avec des titres par les Algériens. Donc au fond, on va déposséder d'un point de vue légal, légitime, aux yeux des pouvoirs français, les gens qui détenaient cette terre, après les avoir écrasés avec les troupes françaises d'occupation, à la tête desquelles se trouvent des personnages illustres de la France que je ne citerai pas parce qu'ils sont trop nombreux, que vous pouvez trouver dans les dictionnaires, les encyclopédies, et dans vos places publiques et dans vos avenues. Donc au fond, après avoir écrasé les gens, on les dépossède de leurs biens, et ainsi de suite, donc de leurs droits, de leur présence en tant qu'être sujet de droit, ou en tant qu'être pensant et agissant. Évidemment, au fond, cela aussi va se passer dans le domaine de l'éducation, de la scolarisation. Je peux, juste à titre d'exemple, vous donner quelques chiffres. En 1892, fin du XIXe siècle, pour les effectifs de l'enseignement dans les établissements français ou les établissements destinés, ils sont, comme je vous ai dit, de deux types, établissements scolaires français destinés aux Français citoyens et établissements scolaires français destinés aux indigènes. Dans ces établissements, en 1892, 85 000 enfants européens pour une population d'environ, disons, 500 000 Européens. Pour les musulmans, alors là, je signale que dans les statistiques, dans la littérature, dans toute la bibliographie française, nous ne sommes plus algériens. Les Algériens, ce sont les colons. Donc dépossédés aussi du titre d'appartenance, de citoyenneté ou de nationalité, au bénéfice d'un peuple qui arrive et qui colonise. Donc au fond, en arabe, on utilise le terme de istitan. Le terme de istitan, c'est, pour les grammairiens et les philologues, c'est la 10e forme du verbe en arabe. Et la 10e forme, c'est une forme qui est très agressive, c'est-à-dire qu'au fond, la colonisation en arabe, c'est une population qui vient s'installer sur une terre et qui en fait sa nation. C'est-à-dire qu'au fond, cette terre algérienne devient un morceau de la nation française. Et donc ceux qui l'habitaient avant cela n'ont pas de citoyenneté et n'ont pas de nation. Tandis que quand on fait des recherches historiques, il y en a qui sont en train de les faire avancer actuellement, on retrouve une citoyenneté algérienne, y compris à l'époque du protectorat ou de la régence d'Alger, avant l'arrivée des Français. Donc je disais à ce moment-là, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, à la même époque, fin du XIXe siècle, 3500 Européens au lycée, 730 filles parmi ces Européens, donc 730 Européennes. Et pour les musulmans, comme on les appelait à l'époque, 90 garçons, pas une seule fille. Fin du XIXe siècle. 1930, pour pas trop vous accabler avec les chiffres, 132 000 Européens dans l'enseignement primaire, 106 000 musulmans. Pour l'enseignement secondaire,
7300 Européens, 3000 filles parmi eux. Pour les musulmans, 860 musulmans, dont 100 filles. Pour terminer, au niveau du bac et de l'enseignement supérieur, les mêmes chiffres avec les mêmes caractéristiques. Et pour terminer, à l'université, on peut considérer que pour ce qui est de l'université, en 1958, c'est-à-dire 4 années avant l'indépendance, nous avons à l'université d'Alger 814 étudiants algériens, musulmans, sur une population de 9 millions d'habitants. Imaginez qu'en 1962, seuls 750 Algériens étaient à l'université d'Alger et au total 2500 Algériens dans les universités réparties dans le monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Algérie va accéder à l'indépendance avec gérer, administrer et gouverner un pays de 10 millions d'habitants, seulement 2500 cadres avec un titre universitaire. À titre relatif, aujourd'hui dans mes amphithéâtres à l'université d'Alger, dans un seul amphi, j'ai plus d'étudiants que dans toute l'Algérie des années 50. Ça veut dire que dans un seul institut ou département de l'université d'Alger, il y a plus d'étudiants que dans toute l'Algérie en 1962. Donc au fond, j'anticipe déjà sur la question de l'émancipation. Donc, en faisant un comparatif avec ce qu'était l'Algérie coloniale. Et cette Algérie coloniale, c'est aussi sur le plan de la répartition des postes de travail, sur le plan de la maîtrise, on peut le voir dans les spécialités des étudiants dans les universités, la maîtrise de la gestion des affaires, la maîtrise de l'industrie, la maîtrise des sciences de la nature et des sciences exactes, elle était européenne, elle n'était pas algérienne. Et pour terminer cet édifice, si vous voulez, en 1962, pour le problème des ce qu'on appelle aujourd'hui le standard de base du développement, l'eau et l'électricité, si on veut, l'eau courante. Celui qui vous parle aujourd'hui n'a pas connu, depuis sa naissance jusqu'à son adolescence, ni l'électricité, ni l'eau courante là où il est né. Et qui n'a mis ses premières chaussures que pour aller à l'école primaire. C'était les années 50. Et à Oran, deuxième ville du pays. Donc au fond, nous avons deux sociétés, deux mondes, qui est le monde du progrès, de la culture, de la démocratie, de la représentation parlementaire, et puis l'autre monde, c'est le monde qui est à une écrasante majorité un monde rural, un monde de la paysannerie, un monde de la nature, du rapport à la nature, un monde de l'économie agro-pastorale, de l'économie d'autosubsistance. Donc au fond, quand on parle de cette histoire de l'Algérie contemporaine, ce qui va dominer dans l'ensemble de la littérature, dans l'ensemble de l'historiographie, c'est la guerre d'Algérie. Or, on dit guerre d'Algérie en France, puis maintenant on dit guerre d'indépendance. Les nuances sont très importantes avec l'évolution de l'historiographie française. En Algérie, on dit révolution. Alors pourquoi révolution? Et là, je parle en tant qu'historien et non pas en tant qu'Algérien moyen, parce que le nationalisme, la nation, d'une manière générale, est un fait contemporain, éminemment contemporain. Nous avons fait nos classes à l'université d'Alger avec des professeurs illustres qui venaient des établissements français pour nous enseigner, mais avec un esprit émancipateur, progressiste à l'époque, tiers-mondiste, révolutionnaire. Et on a appris avec eux qu'au fond, le mouvement des nationalités, en Europe centrale, orientale et dans l'Europe du Sud, il est un mouvement de la fin du 19e et
du début du XXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc au fond, quand on parle de la nation, on peut se poser la question, au fond, c'est quoi le nationalisme révolutionnaire qui naît en Algérie? Il naît, en tout cas pas en Algérie, mais ici, exactement là où on se trouve, dans les banlieues de Gennevilliers, Nanterre, Courbevoie, etc., et dans les territoires du nord de la France ou de l'est de la France, dans les mines, dans les usines de tissage, de sidérurgie, de métallurgie française. C'est là qu'il naît, avec le bolchevisme, avec le communisme français, qui naît dans les girons de la Troisième Internationale. Au fond, c'est la Troisième Internationale qui impose au Parti communiste qui adhère à la Troisième Internationale l'article 8 de l'adhésion à la Troisième Internationale. C'est que tous les partis, les organisations syndicales et les mouvements qui veulent adhérer à la Troisième Internationale doivent, dans les faits et non pas dans les discours, par la parole, lutter contre la colonisation, l'impérialisme colonial. Et à la limite, s'ils sont mobilisés dans l'armée française, il faut qu'ils retournent leurs armes contre l'armée coloniale. Donc ça, et il y a des gens, des militants révolutionnaires des années 20 en France qui ont payé le prix de cette position. Donc, ce qui fait que, à l'époque, 1920, le congrès de Bakou, maintenant, c'est un pays néolibéral qui ouvre ses frontières aux investissements et qui fait de la publicité dans toutes les chaînes de télé pour qu'on amène des touristes. Bakou, c'est la première rencontre entre les bolcheviks encerclés par les troupes de la Russie blanche, aidés par toutes les forces militaires de l'Occident européen, français, allemands, enfin réunis contre l'armée rouge en Russie. Et donc les bolcheviks avaient besoin d'une alliance révolutionnaire. Ils ont trouvé les peuples coloniaux et ils les ont réunis à Bakou. Et à Bakou, quand on lit les comptes rendus et les facsimilés des discours, les discours finissaient souvent quand Zinoviev ou d'autres membres du bureau politique du parti des révolutionnaires russes de l'époque, ils finissaient par Allahu Akbar. Allah, Dieu est grand. Les gens se tiraient parce que c'était les peuples orientaux, les peuples d'Orient, de tout ce qui est aujourd'hui Asie centrale, Asie du Sud, etc., qui étaient représentés dans ce congrès de Bakou. Et les peuples d'Afrique du Nord étaient représentés par Anwar Hoxha, donc le grand-père ou un parent d'un des chefs de l'Albanie de l'époque contemporaine. Donc au fond, l'Étoile nord-africaine, association pour la défense des intérêts musulmans d'Afrique du Nord, c'est ça son titre, naît ici à Paris en 1926. Et elle naît donc dans un programme qui va être énoncé d'une manière claire en 4 points par Messami Haj au congrès de Bruxelles. Cette fois, c'est le même congrès des peuples coloniaux, mais au lieu de se tenir à Bakou, il va se tenir à Bruxelles. C'est la première fois que dans les terres de l'Occident impérial va se tenir un congrès des peuples coloniaux avec Nehru, avec des représentants de la Chine, avec des représentants de tous les peuples coloniaux du monde. Et là, Messali va présenter le programme. Et un programme qui va le mettre en rupture avec le Parti communiste français, parce que ce Parti communiste français faisait déjà son tournant des années 20, fin des années 20. Alors, donc je suis obligé d'aller très vite pour conclure. Au fond, ce nationalisme révolutionnaire, c'était l'indépendance totale de l'Algérie, le retrait des troupes coloniales françaises d'Algérie, un parlement algérien élu au suffrage universel et le retour des terres à ceux dont ils ont été dépossédés. Donc au fond, ce qu'on va reprocher au mouvement indépendantiste algérien, c'est d'avoir un projet, un programme qui est un programme effectivement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on va demander de se séparer de la France, non pas seulement pour que la bourgeoisie algérienne, l'aristocratie algérienne prenne la place, lieu et place de la bourgeoisie et de l'aristocratie coloniale, mais que tout ce qui a été donc le prolétariat, le paysannerie dépossédée, puisse prendre le pouvoir et construire l'Algérie en fonction de leur
utopie à eux. Donc, qui effectivement est restée une utopie. Pourquoi elle est restée une utopie? Parce que ce dont l'État algérien a hérité, en fait, il a hérité des lois d'exception de l'époque de la guerre d'Algérie et de l'époque du Code de l'indigénat. Il a hérité aussi des lois d'exception pendant la guerre d'Algérie, état d'urgence, état d'exception, etc., tribunaux expéditifs, procès expéditifs, exécutions sommaires, etc. Donc, au fond, il y a quelque chose qui est transmis en même temps que l'idéologie révolutionnaire, mais l'idéologie révolutionnaire, petit à petit, ceux qui l'a portée ont péri, soit dans les prisons, condamnés à mort, guillotinés, tête tranchée, ou aussi ont péri dans les maquis. Donc au fond, on arrive à l'indépendance avec une petite minorité de gens qui portaient cette idée révolutionnaire et qui vont être replacés progressivement et pour terminer par ceux qui vont considérer que le projet maintenant, le programme maintenant, c'est d'édifier l'État. Et donc ce qui était une révolution de type national révolutionnaire va devenir une révolution de type étatiste avec la formation d'une classe-État et aujourd'hui avec le tournant néolibéral, la formation d'oligarchie. C'est qu'au fond, ce que les Français ont laissé derrière eux en partant va être réoccupé par une nouvelle aristocratie, par une nouvelle technocratie ou bureaucratie, militaire ou civile. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama très riche et très instructif. Voilà, ça, c'était un numéro de la revue que je dirige sur les 50 ans après, que sont devenues nos indépendances. Qu'est-ce qu'on a fait de nos indépendances? Et vous voyez comment le titre est écrit avec IN qui est en train de tomber. Et en arabe, avec Istiqlal, le LA, ça veut dire non-indépendance. Voilà. Donc c'est un peu le thème de mon intervention.